Donc nous avons une communication de Michel Herbillon et Christophe Carèche sur les recommandations de la Commission européenne relatives au programme de stabilité et de réforme de la France. Dans le cadre de la gouvernance économique et du semestre européen, nous avons eu des échanges et il se trouve, d'après ce que j'ai pu remarquer, que les conclusions de M. Herbillon et celles de M. Carèche divergent. Donc nous aurons probablement à trancher, mais je passe tout de suite la parole à Michel et ensuite à Christophe. Merci, Monsieur le Président. Oui, elles divergent, mais je veux préciser quand même qu'il y a un socle commun d'accord, puisqu'il y a 9 points sur lesquels nous sommes en accord. Donc voilà, donc mais peut-être qu'on arrivera à réduire les zones de désaccord, mais il y a quand même un accord sur 9 points de résolution. Donc on va faire une communication à 2 voix. Je vais commencer en vous rappelant que cette communication clôt le suivi parlementaire du premier semestre européen. Vous vous souvenez que le Conseil a défini en septembre 2010 un semestre européen. Nous avons précisé qu'il était indispensable que le Parlement, qui est le souverain budgétaire, soit pleinement associé à chacune des étapes, puisque c'est ça qui forme le socle de nos choix en matière de finances publiques. Vous vous rappelez que nous avions consacré une réunion commune avec la Commission des affaires européennes du Sénat et les représentants français au Parlement européen. Nous avions consacré cette réunion aux orientations stratégiques pour les politiques économiques formulées par le Conseil européen des 24 et 25 mars. Ensuite, à l'initiative de notre président, Pierre Lequillier, du président et du rapporteur général de la Commission des finances, Jérôme Cahuzac et Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a pour la première fois débattu et approuvé le programme de stabilité transmis par la France, simultanément à tous ses partenaires, transmis aux institutions communautaires. Ensuite, la Commission européenne a publié le 7 juin ses recommandations sur ces programmes de stabilité et de réforme. C'est sur cette base que le Conseil européen des 23 et 24 juin adoptera ses avis définitifs. Donc nous vous proposons de permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette ultime étape, étape très importante, et de parachever l'appropriation que nous avons fait, que le Parlement a faite de ce semestre européen en examinant la présente proposition de résolution. Je précise que cette proposition de résolution que nous allons examiner sera ensuite débattue par la Commission des finances de notre Assemblée le 21 juin. Je vous rappelle aussi que nous avions soumis à la Commission des affaires européennes, ici même, Christophe Carèche et moi-même, en novembre dernier, un rapport d'information qui avait été voté, Monsieur le Président, approuvé à l'unanimité de notre Commission. Alors, on assiste, je vais d'abord vous parler de l'édification du gouvernement économique européen, puisqu'on assiste aujourd'hui, en effet, à l'édification d'un véritable gouvernement économique commun, et c'est ce que nous appelions de nos vœux de longue date. Du fait de la crise 2008 et de la réplique sismique en 2010, l'Europe est effectivement au pied du mur. Et bien sûr, nous avions déjà connaissance dans le passé, on en avait parlé souvent ici, bien avant la crise, des défauts d'harmonisation des économies européennes. Et cela fait des années que l'on sait qu'il y a des différences de compétitivité, notamment entre la France et l'Allemagne. Ce que l'on peut dire, en revanche, face à ces crises de 2008 et de 2010, c'est que l'Union a su prendre ses responsabilités sur les 2 piliers qui fondent un gouvernement économique. Premier pilier, la solidarité financière européenne. Deuxième pilier, la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Alors, en ce qui concerne le premier socle de ce gouvernement économique européen, la solidarité financière européenne, l'urgence a abouti à ce que l'Europe mette en place un certain nombre de filets de sécurité durables, pérennes, pour les États victimes de crise de dette publique. Je rappelle qu'il y a eu donc un ambitieux dispositif d'aide européenne qui a été adopté en mai 2010,
avec d'une part le mécanisme européen de stabilité financière et avec d'autre part le nouveau fonds de stabilité financière, le FSE. Je rappelle quand même les chiffres parce qu'ils sont importants. C'est 500 milliards d'euros qui sont représentés par ces deux mécanismes et qui sont complétés par 250 milliards d'euros de prêts qui peuvent être sollicités auprès du FMI. Afin de pérenniser ces instruments, dont je rappelle qu'ils expirent en juin 2013, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, en mars 2011, de créer un mécanisme permanent de stabilité financière dont l'usage, je cite, sera subordonné à une stricte conditionnalité et qui devra prévoir, et ça c'est l'Allemagne qui a insisté sur ce point, une méthode adéquate et proportionnée d'implication du secteur privé. Ce nouveau mécanisme créé en mars 2011 suppose une modification des traités, donc une ratification dont l'issue est par nature incertaine, surtout compte tenu de la position de nos partenaires allemands. Je rappelle aussi que cette solidarité européenne a subi l'épreuve du feu avec le plan d'aide à l'Irlande, 45 milliards d'euros mobilisés pour 3 ans, avec les prêts au Portugal, 52 milliards d'euros, et avec la situation de la Grèce, dont je vous rappelle qu'il y a 80 milliards d'euros de prêts garantis pour 3 ans par les États européens en mai 2010. Alors, de ces différents mécanismes, de cette expérience vécue par l'Europe, qui encore une fois était au pied du mur face à ces crises et à la mise en place de ces mécanismes, on peut tirer un certain nombre d'enseignements sur la solidarité européenne. Premier enseignement, la signature européenne est appréciée et son aide apparaît efficace. Je rappelle que les émissions qui ont été réalisées par la Commission européenne et par le Fonds européen de stabilité financière ont rencontré un très net succès sur les marchés, permettant à ce jour de lever 15 milliards d'euros à des taux seulement supérieurs de 50 points de base à celui des obligations allemandes de même maturité. Deuxième enseignement, l'aide européenne s'accompagne de conditions extrêmement rigoureuses qui n'exonèrent pas ses bénéficiaires de leurs responsabilités. Vous vous souvenez que l'ajustement budgétaire atteint ainsi environ 2,5% du PIB en Irlande et au Portugal et désormais plus de 4% en Grèce. Il y a cependant un certain nombre de difficultés qui sont soulevées. La première, c'est la situation grecque qui met clairement en évidence l'extrême difficulté de mener un ajustement budgétaire brutal, important, dans une conjoncture économique désastreuse. Donc ce que l'on peut dire d'une formule rapide, c'est que l'Europe a su efficacement circonscrire l'incendie. On n'a pas encore trouvé tous les moyens de l'éteindre. Deuxième difficulté, toujours relatif à la situation grecque, c'est que la Grèce attise les débats relatifs aux modalités pertinentes d'association du secteur privé à l'effort commun. Alors, c'est le premier pilier de la solidarité européenne, du gouvernement économique, donc premier pilier solidarité financière européenne. Deuxième pilier de ce gouvernement économique européen, c'est la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Parce que s'il y a eu solidarité européenne, encore une fois acquise dans l'urgence du fait de l'importance de la crise, en retour, il est nécessaire qu'il y ait une meilleure discipline budgétaire. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté un paquet de 6 propositions législatives mettant en place une nouvelle gouvernance économique sur lequel notre Commission s'était exprimée en novembre dernier. C'est le rapport que nous avions présenté à la Commission, Monsieur le Président, Christophe Caresche et moi, qui avait été approuvé à l'unanimité. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 s'est entendu sur un texte qui reprend les conclusions du groupe de travail présidé par M. Herman Van Rompuy, et ces propositions nous apparaissaient assez satisfaisantes. Cependant, la Commission des affaires économiques du Parlement européen s'est écartée de ce compromis, absolument, notamment sur le rapport de notre collègue Sylvie Goulard, et l'état des débats actuels à Strasbourg sur ce point semble menacer la perspective d'une adoption définitive du paquet avant le début de l'été. Donc rien n'est sûr sur ce plan. Il n'est pas du tout certain que ce soit adapté avant l'été, du fait des débats qu'il y a au Parlement européen.
Je veux rappeler rapidement les principales dispositions qui prennent racine dans le constat qui est fait des carences qui affectent aujourd'hui le pacte de stabilité. Tout d'abord, en se concentrant exclusivement sur le critère du déficit public, les règles européennes actuelles tendent à ignorer un certain nombre d'indicateurs qui nous paraissent très importants. Nous en avions parlé lors de notre communication, comme le niveau d'endettement public, les déséquilibres macroéconomiques tels que le taux d'endettement privé ou le solde extérieur, dont l'impact sur la prospérité commune de l'Europe est très important. Alors, en réaction à ces difficultés, à ces carences, les propositions législatives enrichissent les critères d'appréciation de l'état des économies et des finances publiques. Donc, à côté du traditionnel déficit, il y aurait un nouveau critère qui serait activé, un nouveau critère de dette publique, imposant que les dettes supérieures à 60% du PIB soient réduites en moyenne d'au moins 5% par an de la différence entre leur niveau, le niveau de ces dettes, et ce plafond. C'est une prescription extrêmement exigeante. Concrètement, cela imposerait à un pays dont la dette publique s'approche de 90% du PIB et dont la croissance ne dépasse pas 1,5%, de contenir son déficit sous les 2% du PIB. Donc c'est un critère extrêmement exigeant, avec le risque d'avoir un seuil inatteignable. Deuxièmement, le paquet introduit un prometteur mécanisme de surveillance des déséquilibres macroéconomiques fondés sur des seuils d'alerte, balance des paiements, endettement privé, etc. Ces mécanismes sont adaptés à chaque pays, permettant le cas échéant au Conseil d'adresser des recommandations, voire de prononcer des sanctions annuelles. La deuxième faiblesse du pacte actuel tient à ces sanctions qui sont trop uniformément lourdes et qui interviennent souvent trop tard pour être dissuasives. Alors, en réaction à cette carence, il est proposé de rendre les sanctions plus rapides, ces sanctions pouvant être prononcées avant même le franchissement des seuils de déficit ou des seuils de dette, et surtout plus systématiques, ne pouvant être écartées que si une majorité des États membres s'y oppose. C'est le système qu'on a appelé de la majorité qualifiée inversée. Troisième observation, dans ce contexte, les débats au Parlement européen nous incitent à insister sur trois éléments qui sont, à nos yeux, décisifs. Premier élément, le compromis forgé par le Conseil européen de mars préserve un équilibre qu'on considère comme très important entre la rigueur nécessaire des sanctions et la nécessité de ne pas faire basculer l'Europe dans des automatismes aveugles et ces mécanismes ont fait beaucoup pour décrédibiliser le pacte dans sa version actuelle. À cette fin, il prévoit d'une part que les critères soient appréciés en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont désormais explicitement énumérés. Surtout dans le texte qui a été agréé par l'ensemble des États membres, le Conseil demeurerait seul compétent à la majorité qualifiée habituelle pour enclencher la procédure d'infraction, les sanctions automatiques venant seulement dans un deuxième temps lorsque l'État concerné n'a pas entrepris des efforts de correction suffisants. Dans un même esprit, le Conseil garderait la faculté d'aménager les délais accordés aux États pour se conformer à ces recommandations. Alors, ces précautions qu'on considère comme essentielles ont été remises en cause par la Commission des affaires économiques du Parlement européen, qui souhaite en particulier que l'infraction soit constituée dès le franchissement des seuils, sauf si une majorité qualifiée des États s'y oppose. Nous nous estimons indispensable de conserver une marge d'appréciation politique sans laquelle la légitimité même du gouvernement économique européen serait entamée. Et c'est pour ça que nous vous soumettrons un dispositif dans le paragraphe 3 de notre proposition de résolution. Deuxième observation, c'est que nous considérons que le nouveau mécanisme de surveillance macroéconomique constitue une avancée très importante du paquet. Or, son efficacité repose étroitement sur la pertinence des indicateurs qui forment le tableau de bord sur lequel sera entrepris ce contrôle. La proposition initiale de la Commission se contentait de confier leur définition à la Commission européenne, dont les premières ébauches négligeaient manifestement certains éléments importants, en particulier dans le domaine social.
Il nous paraît à l'inverse opportun de soutenir ici le Parlement européen qui souhaite que l'adoption des critères soit soumise au contrôle des deux législateurs européens, et c'est ce que nous demandons dans le 4e paragraphe de notre résolution, afin que la détermination des indicateurs respecte les exigences d'un débat démocratique. Il y a un point qui est très important et qui est un peu le fil rouge de toute cette recommandation, c'est d'affirmer le principe de souveraineté budgétaire du Parlement, ce qui ne doit pas être contradictoire, mais au contraire compatible avec l'émergence de ces règles de gouvernement économique européen. 3e observation, nous continuons de regretter que le paquet sur la gouvernance économique néglige la question du financement des investissements d'avenir. Et vous vous souvenez que c'était une des remarques que nous avions faites dans notre rapport commun avec Christophe Caresche. Et c'est d'autant plus regrettable que c'est totalement indispensable pour asseoir la stratégie d'Europe 2020 et pour que cette stratégie d'Europe 2020 ne soit pas une incantation, comme on a regretté beaucoup, comme nous l'avons regretté beaucoup avec le pacte de Lisbonne, c'est ça, hein, voilà, la stratégie de Lisbonne. C'est pourquoi le paragraphe 5 de la proposition de résolution rappelle que les débats sur la mutualisation de certains éléments des budgets nationaux et les réflexions sur la mise en place d'obligations européennes, en particulier consacrées aux grands investissements européens, ne doivent pas être prématurément fermés. Voilà ce que je voulais vous dire sur le gouvernement économique, avec à la fois la question de la solidarité européenne et puis la question de la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Et je passe maintenant la parole à Christophe Caresche, qui va présenter les recommandations de la Commission européenne sur les programmes de stabilité et de réforme de la France. Oui, donc nous avons vu le dispositif un peu global qui donc n'est pas encore stabilisé, puisque il y a donc une discussion au Parlement européen. Sur certains points, le Parlement européen a durci les textes qui étaient présentés par la Commission. Sur d'autres, il a essayé de les assouplir. Donc on verra effectivement comment la discussion va se nouer maintenant avec le Conseil, puisque nous sommes là sur un domaine de co-législation. Il faut l'accord à la fois du Conseil et du Parlement européen pour que la directive soit adoptée. Alors, moi je vais présenter très rapidement les recommandations de la Commission européenne qui concernent à la fois des recommandations générales qui s'adressent à l'ensemble des pays de l'Union et en particulier des pays de la zone euro, et puis la recommandation qui concerne la France. Alors, ces recommandations, elles s'inspirent des priorités qui ont été fixées par le Conseil européen. L'exercice 2011 est toutefois moins contraignant qu'il n'y paraît. Les grandes orientations retenues par les chefs d'État et de gouvernement demeurant très générales, allant de la réduction rapide des déficits structurels à la modération des dépenses publiques à un rythme nettement inférieur à la croissance potentielle, à la réduction du chômage par des réformes du marché du travail, en passant par le déploiement de nouveaux efforts, en particulier de recherche et d'innovation, afin de renforcer la croissance. Alors, s'y ajoute donc à ces recommandations du Conseil, s'y ajoute pour les États membres de la zone euro, donc rejoints par la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie, les engagements qui ont été pris, vous vous en souvenez, dans le cadre du pacte pour l'euro plus. Alors, ce pacte a été signé par un certain nombre d'États, mais pas par tous, et contient un certain nombre d'engagements supplémentaires, et au vu duquel, évidemment, la Commission a été amenée à évaluer les programmes de stabilité. Alors, le semestre européen prévoit donc désormais que les programmes de stabilité sont accompagnés des programmes de réforme. Ce n'est pas seulement une trajectoire financière qui est présentée, c'est aussi la manière dont l'État entend mener notamment une politique de croissance. Et donc,
en réalité, et on le voit à travers les préconisations de la Commission, le champ de l'intervention de la Commission est maintenant très général et porte sur des objectifs de politique économique et pas seulement sur des objectifs de politique budgétaire. Il y aura, par exemple, on y reviendra, il y a des considérations, par exemple, sur la manière dont Pôle emploi, en France, est amené à soutenir les chômeurs qui sont et à les réinsérer. Donc on voit que ça va assez loin. Dans ce contexte, la Commission européenne s'est attachée à suggérer au Conseil d'émettre des recommandations précises, exigeantes et détaillées à l'ensemble des États membres, ce qu'elle ne s'est pas privée de faire, vous allez le constater. La tonalité des 27 avis étant uniformément prescriptive et généralement sévère sur l'appréciation de la qualité des efforts consentis par les États. Notre pays n'échappe pas à cette rigueur. Sur ce plan, effectivement, vous lirez ces recommandations, elles sont effectivement assez sévères. On me dit d'ailleurs qu'elles l'ont été pour l'ensemble des pays, y compris pour l'Allemagne, qui se voit reprocher un certain nombre de choses. On a le sentiment, ça c'est une aparté, que la Commission, qui pendant quand même des années a manifestement accompagné un certain nombre de pratiques en fermant les yeux, qu'elle entend aujourd'hui se rattraper. Donc elle se rattrape en ayant une vigilance très forte par rapport aux programmes qui lui sont soumis. La Commission européenne encourage ainsi la France à renforcer son effort budgétaire structurel, qu'elle estime dans ses calculs, je cite, légèrement inférieur à l'effort supérieur à 1% du PIB recommandé par le Conseil, indiquant qu'en l'absence de mesures supplémentaires, il ne peut pas être garanti que le déficit excessif sera corrigé en 2013. Donc, pour parler clairement, elle considère que les engagements qui sont pris par le pacte français ne sont pas suffisants. Elle relève en effet que le scénario macroéconomique retenu par la France, je vous le rappelle, 2,25% de croissance en 2012 et 2,5% en 2013, est trop optimiste et nettement supérieur à la croissance potentielle ces dernières années. Alors, à cette fin, la Commission propose au Conseil de demander à notre pays de mieux détailler les actions précises envisagées pour rétablir le solde public, déplorant le manque de précision de certaines mesures et l'enjoint à utiliser toute recette exceptionnelle pour accélérer la réduction du déficit et de la dette. Elle concentre enfin ses recommandations de politique économique sur 3 domaines. Alors, le premier est celui de la lutte contre la dualité du marché de l'emploi. Il y a un appel très clair à flexibiliser beaucoup plus le marché de l'emploi dans notre pays. Elle déplore notamment qu'il y ait d'un côté des salariés dont le statut serait garanti, compris de manière indéterminée, et de l'autre, des salariés qui sont dans la précarité et qui ont des statuts beaucoup plus fragiles. Donc elle suggère que la France s'attaque à ce problème. Elle propose aussi un assouplissement, en tous les cas entre les lignes, des mesures de licenciement, considérant que les garanties sont trop fortes pour les salariés. Elle suggère d'encourager l'accès à la formation pour contribuer au maintien en activité des plus âgés et d'améliorer le fonctionnement du service public de l'emploi pour renforcer le soutien individualisé aux chômeurs de longue durée. Et là, il y a un constat qui est que Pôle emploi dispose de moyens insuffisants, considère-t-elle, pour faire face à sa charge de travail, notamment si on compare Pôle emploi aux autres dispositifs qui existent dans des autres pays. Elle met aussi l'accent, ça je le rajoute, sur la modération salariale et notamment sur le SMIC, qu'elle considère manifestement comme étant trop élevé. Donc la suggestion de la Commission est manifestement elle encourage d'ailleurs le gouvernement à poursuivre sur le chemin de la modération salariale concernant le SMIC. Bon, je souhaite bon courage. Pour accroître l'efficacité du système fiscal, elle recommande de déplacer la charge fiscale du travail vers l'environnement et la consommation.
de réduire les niches sociales et fiscales. Donc, sur ce plan-là, elle reprend d'ailleurs une suggestion qui, on parlera tout à l'heure, personnellement d'ailleurs ne me choque pas, c'est-à-dire d'alléger la fiscalité sur le travail. Par contre, elle déplore manifestement que le gouvernement français n'ait pas été suffisamment loin sur la remise en cause d'un certain nombre de niches fiscales et sociales. Enfin, elle invite la France à poursuivre la levée des restrictions sur les marchés et les professions réglementées, considérant que, là aussi, il y a un certain nombre de restrictions, oui, qu'à le dire, de restrictions qui doivent être levées. Alors, vous le voyez, c'est un avis dont la tonalité, personnellement, je la qualifierais quand même de très libérale, qui correspond à la préconisation du Conseil, mais qui, c'est vrai, quand on lit le texte, est quand même assez forte. Voilà. Alors, nous allons passer à l'examen de la résolution. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une rédaction commune. Je lis. En réponse à ces éléments sur lesquels nos opinions divergent. Alors, je ne sais pas si Michel va faire sien les préconisations de la Commission, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu difficile, si vous voulez, à assumer ce type de proposition, vous le comprendrez. Et donc, nous avons rédigé un certain nombre de propositions alternatives sur lesquelles, évidemment, vous serez appelés à vous prononcer. Cela étant dit, il y a toute une partie sur laquelle, je crois, nous sommes tout à fait d'accord. Et depuis le début, on voit bien arriver les choses, c'est-à-dire une volonté. Non, mais attendez, une volonté. Je disais tout à l'heure qu'on a l'impression que la Commission essaye un peu, disons, de se refaire un peu une certaine virginité, entre guillemets, sur ces questions-là. C'est-à-dire bon. Et donc, on voit bien que il y a un équilibre à trouver, pour parler clairement. Et je crois que là-dessus, nous serons d'accord. Il y a un équilibre à trouver entre la nécessaire rigueur budgétaire et financière et la nécessité de maintenir une politique de croissance. Et donc, là-dessus, on a toujours, je crois, été d'accord pour ne pas enfermer dans une procédure trop contraignante et trop systématique le semestre européen. Donc là-dessus, je crois qu'on est d'accord, c'était le sens de notre premier rapport. Maintenant, c'est vrai que sur les recommandations directes, nous divergeons sur un certain nombre de points. Bien. Alors, il y a des interventions qui ont été demandées. Je les fais maintenant ou après l'examen rapide des amendements? Après l'examen des... Vous êtes d'accord? On essaye de passer vite parce que je crois que tout le monde a les amendements. Oui. Je pense à une autre formule, parce qu'on a regardé les amendements. Oui. Il ne vous étonnera pas que je suis assez d'accord avec ce que Christophe Carrès. Je pense qu'on peut faire donner notre point de vue, puis ensuite le débat sur les amendements. Et adopter les amendements d'Herbillon. Voilà. Faire adopter les amendements d'Herbillon et ceux de Carrèche successivement. C'est un bon début. D'accord, Yves Bure.